Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est-à-dire le Congo est soumis à une guerre bon, M. Labembelo appelle ça toujours de basse intensité, mais j'ai dit, celle qui a une hausse intensité, elle va réclamer combien de victimes. On a quelques 12 millions qui sont morts dans les 20 ans, les derniers 20 ans, et on dit pacification, on dit MONUSCO, on dit 20 000 casques bleus qui vont aller là pour contrôler la situation. Et vous voyez que ça va de mal en pire tout le temps. Et le troisième domaine où je demande votre attention pour voir avec moi que tout cet activisme, ça ne mène nulle part, c'est le domaine de ce qu'on appelle la gouvernance. Et ça, c'est ce que, avec toute l'excuse que je dois à le docteur Chiani, qui, bien sûr, il était l'enfant de la Banque mondiale, où il a travaillé dans les grandes banques à New York. Il nous a donné beaucoup de lumière sur tout ce qui est à réaliser dans le sens de réforme et de redressement de la situation, mais ça va un peu dans le sens de l'idéalisme, c'est-à-dire il faut faire ça, on doit faire ça, je vais faire ça, mais sans nous donner l'acheminement entre la cause des problèmes qu'on va résoudre et puis ce qu'on a conçu comme solution pour ces problèmes en disant comment on va agir sur les causes. Et je viens maintenant un peu sur la cause principale qui fait que ce que les organismes internationaux ont toujours essayé d'imposer un peu au Congo comme stratégie pour résoudre les problèmes de développement, de gouvernance, de pacification, pourquoi ça n'a pas abouti? Et ce que nous pensons, ce qui est maintenant la prochaine étape de l'évolution, si maintenant avec AIDC, on va réussir à convaincre quelques personnes, ça va faire peut-être boule de neige et on va avoir un effet de changement. Alors, si on dit la stratégie c'est qu'on analyse quel est le problème qu'on veut résoudre et quelles sont les causes et les mécanismes qui font que ce problème se reproduise tout le temps. Alors, on peut dire que le problème principal du Congo, tout le monde, je pense, est d'accord avec moi, c'est qu'il y a le chaos. Le chaos a été initié par des événements et des circonstances historiques, mais le chaos a été introduit dans le système du Congo avec des mécanismes qui reproduisent et qui renforcent le chaos. Ça a commencé avec, comme M. Kwebe nous a hier donné vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire, c'était très très enrichissant. Et on doit toujours regarder en arrière et voir comment ces choses ont évolué pour arriver à ce que nous avons maintenant. Alors, il y a l'État colonial, tout le monde sait comment ça fonctionnait, c'était l'oppression totale jusqu'à la liquidation physique des parties de la population congolaise, mais l'État colonial, il avait une machine pour extraire la richesse de cette région, c'est une grande région, c'est pas seulement un pays, toutes les richesses, mais il y avait un mécanisme ordonné qui faisait qu'on amenait ces richesses vers la Belgique ou vers là où on va les transformer au niveau industriel. Et on a monté l'industrie des pays occidentaux avec les matières premières qu'on a extraites avec l'oppression du peuple congolais. Okay? Au moment où on a dit le colonialisme, ça coûte trop cher à ces gouvernements coloniaux, et on a dit non, on va les libérer parce que ça coûte trop cher de les administrer, ils ont installé des régimes et des gouvernements qui sont à leur merci. C'est-à-dire ils ont planté là-bas des gens qui remplissent exactement la même fonction que l'État colonial a rempli avec la population du Congo. Sauf qu'il y avait une différence. On ne peut pas dire que c'était la même manière de fonctionner. Maintenant,
le nouvel État au Congo faisait l'extraction, les matières premières partaient, on gagnait ce qu'on gagnait avec ça, mais ce n'était pas pour financer l'industrialisation de ce pays, c'était maintenant entrer dans les poches des gens qu'on a placés là-bas comme État néocolonial, géré par les forces impérialistes qui sont dans le monde. Et cet État, on lui a donné, donc tous les politiciens et les gens qu'on a placés là-bas, bien sûr, il y avait des exceptions, il y avait des gens bien, mais le système fonctionnait de manière à ce que ceux qui ont pris le pouvoir au Congo, ils n'étaient plus limités par un ordre donné. C'était le déclenchement d'un pouvoir sans limite qui était devenu un pouvoir rapace. Et tout le système hiérarchique était organisé de manière qu'il y ait des filières. Et les gens ne se retrouvaient plus dans ce système, sauf quand ils se soumettaient à ce système. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est raciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo, et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel, mais il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire, et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui résulte de ça? Si on reste avec la rationalité de dire, si on veut avoir une stratégie fonctionnelle, on doit établir toutes les données qui font qu'il y a le problème, il y a la reproduction du problème. Alors, je dirais que le problème principal, bien sûr, il y a des méthodes ou des idées ou des modèles où on peut dire, bon, quand on va éliminer Kabila et on va prendre un autre qui a la conscience ou qui est un peu religieux, il va redresser la situation. Mais je vous dis que structurellement, il n'y a qu'une solution pour les problèmes du Congo, et cette solution ne sera pas réalisée dans 3 jours. Cette solution, il s'agit d'une solution politique, mais ce n'est pas la politique politicienne dont je parle ici. Politique dans le sens qu'il y a au Congo un déséquilibre épouvantable
entre la classe intellectuelle dirigeante, ceux qui sont autour du mangeoire, et les 80 millions qui sont dispersés dans les 11 provinces. Moi, je considère que ces 11 provinces sont pas. Alors, il y a cette population de 80 millions n'a pas de poids politique. Elle ne peut pas exercer une fonction de contrôle ou de résistance ou d'opposition contre ceux qui lui font du mal. Et la seule solution à laquelle on arrive quand on pense de manière rationnelle sur ces choses, c'est que la stratégie pour sortir le Congo de la situation où le pays se trouve aujourd'hui, c'est uniquement à travers la création de quelque chose qu'on appelle partout dans le monde le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, ce n'est pas l'opposition. Et ce n'est pas l'opposition, et même c'était très clarifiant ce que Madame Justine nous a expliqué sur la nature de la diaspora, qu'on ne peut pas simplement dire diaspora de manière générale, mais il y a les mouvements et les tendances dans la diaspora. Et dans la diaspora, je n'ai pas vu jusqu'aujourd'hui, mais ça c'est un thème sur lequel on peut discuter, je n'ai pas vu l'idée de comment assister les Congolais du Congo à former ou à constituer un contre-pouvoir contre le pouvoir absolu de la nomenclature. Et la nomenclature, ce n'est pas Kabila et sa famille seulement. La nomenclature, c'est tous les Congolais qui s'inscrivent dans ce système, qui acceptent que l'Occident leur dit regardez, on va vous aider maintenant à avoir des élections et la démocratie et tout ça, et maintenant vous allez choisir. Qu'est-ce que les Congolais, aussi longtemps qu'il n'y a pas un contre-pouvoir du peuple, qu'est-ce que les Congolais peuvent choisir? Ils peuvent choisir qu'on leur livre des élections truquées, ou ils choisissent parmi plusieurs criminels pour dire ce criminel peut nous gérer maintenant et servir la machine qui reproduit le statu quo et qui conserve le système dans l'état où il est. Je dis, le contre-pouvoir, c'est une catégorie qu'on doit maintenant garder dans l'arrière-tête, parce que si je m'arrête là, vous dites, mais oui, mais vous parlez comme tout le monde qui dit il faut faire, on va voir, tout le monde est appelé, mais ça nous laisse maintenant sans savoir comment on va procéder concrètement. Et là, je voudrais avancer un peu vers le plus concret. Alors je dis qu'il y a un préalable pour commencer à faire un travail pour constituer le contre-pouvoir congolais. Si je parle trop longtemps, vous allez m'arrêter. Ok. Alors, le préalable, c'est quoi? Madame Justine nous a informé aussi sur ça de manière très clarifiante. Il y a le fait que le Congo n'est pas opprimé seulement avec la masse terrible des moyens financiers, des armes, des alliances avec les grandes entreprises, avec les forces hégémoniques du monde entier, c'est-à-dire le Congo, ce n'est pas l'espace où on peut faire ce qu'on veut, on peut discuter un peu, on peut changer la situation, non, c'est fait partie d'un très grand mécanisme qu'elle a appelé la macropolitique, et l'oppression du Congo, ça ne se fait pas seulement à travers les armes et l'argent, et les grandes entreprises et la magouille et tout ça. Et ça se fait aujourd'hui, surtout en manipulant les esprits. Pourquoi il n'y a pas une conscience politique? Pourquoi monsieur le pasteur nous a parlé hier quand on fait une réunion avec 130 personnes et on dit on va choisir maintenant quelqu'un qui va nous diriger ou pas, il y a seulement 8 voix qui votent pour une personne et tout le reste, chacun dit moi, je dois être président pour diriger ça. Alors il n'y a pas de conscience politique parce que la conscience politique demande qu'on voit la situation où on se trouve
Et quand on voit la situation du Congo, ça saute aux yeux que la première chose qu'on doit réaliser, c'est la réunion ou l'unité des forces qui sont malmenées dans la population. Toute cette population, les 80 millions qui n'ont aucun accès à des décisions politiques. Même si vous avez les élections, Seigneur mon Dieu, si vous avez les élections et vous choisissez quelqu'un comme le docteur Chiani, mais vous allez, lui, il a fait beaucoup de promesses, mais les mécanismes qui existent aujourd'hui au Congo, comment vous allez après avoir l'influence sur lui? Vous n'avez aucun poids, vous n'avez pas des groupes d'intérêt. La société n'est pas organisée en groupe de défense d'intérêt. Hein? La défense d'intérêt, ce sont des associations, ce sont bien sûr aussi des structures de la société civile, mais je reviens à la société civile, pourquoi il y a beaucoup à critiquer dans la société civile actuelle. Et je dis que la conscience politique, un travail de conscientisation politique n'a pas eu lieu dans les 60 ans passés pour le Congo. Hein? C'est très peu. On a eu un moment de libération nationale quand on avait la première équipe avec Lumumba et comme ça, il y avait un mouvement aussi spirituel. Mais par après, il y avait la manipulation des esprits et qui a augmenté avec le temps. La manipulation des têtes, on vous fait accepter une interprétation de la réalité. Je vous donne un exemple. On vous dit tout le temps, on veut la stabilité, on veut stabiliser le système. Et le stabiliser comment? En vous demandant maintenant de ne pas faire beaucoup de problèmes et de manifestations, de violence et tout ça. Accepter, on va faire les élections et puis on va choisir un monsieur et l'État congolais, il est là quand même pour servir la population, etc. Avec cette notion de stabilité, on vous empêche de réfléchir à quelles sont les conditions préalables pour créer une vraie stabilité. La vraie stabilité, elle ne vient que par les équilibres. Comme vous voyez toutes les démocraties du monde où ça fonctionne encore, parce qu'en Europe, aux États-Unis, il n'y a plus de démocratie. Maintenant, on vous parle ouvertement qu'on est maintenant dans le système de la post-démocratie. Post-démocratie, c'est quoi? C'est que maintenant, les choses sont gérées par les grandes entreprises, les banques, le monde de finances, etc. On appelle les gens tous les 4 ans ou tous les 5 ans pour les élections. Ils font des élections et par la suite, fini. Vous n'avez même pas accès à vos parlementaires pour leur réclamer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est devenu ça, la démocratie occidentale. Alors, quand on vous dit la stabilité, c'est que vous acceptiez ce modèle de démocratie, alors qu'il n'y a pas de fondation ni sociale, ni économique, ni politique, ni dans la conscience des gens pour avoir une démocratie à la occidentale ou pas. La deuxième chose, on vous dit la pacification. Et vous savez, on est arrivé où aujourd'hui avec la pacification et les 20 000 casques bleus qui sont là? C'est qu'on veut faire accepter aux Congolais, et ça c'est ce qu'on dit dans les discours de OECD, comment on dit en français, OCDE, oui, ou dans les Nations Unies, où on vous présente ça comme un fait accompli, on vous dit, il faut accepter que... Mais pourquoi les Congolais sont chauvinistes comme ça? Il faut accepter que vous avez des Congolais rwandophones. Et ils sont des milliers, et ils sont là depuis toujours. Et on vous produit des livres où on a faussé l'histoire. Des livres où on vous dit qu'il y a... Hier, M. Kouébé a parlé de Pasteur, comment il s'appelle, l'abbé, père de Moulin. Léon. Oui, de Saint-Moulin, voilà. Il avait fait un livre où il a marqué toutes les ethnies du Congo. Il y avait un exemplaire dans toutes les bibliothèques au quoi de ce livre. Et dans les années 2002, 2003 ou quoi, ce même livre est réapparu
mais on ne le croit pas, mais il a été introduit au Kivu, au sud Kivu, nord Kivu, des tribus congolais rwandophones. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas de cette région. Et on peut très bien faire les équilibres de force et dire, quand le Congo est en mesure de se défendre, on peut entrer en négociation avec les voisins pour dire que bon, on a la terre et vous avez trop de peuple, amenez-les ici, on va négocier, on va vous vendre des terrains ou avoir des activités économiques, mais pas ce qui se fait maintenant. Et on demande aux Congolais de se tenir tranquille parce qu'à la fin, la situation elle est devenue comme ça. Il y a les Rwandais qui sont un peu partout, à partir de Oriental jusqu'au Katanga. Il y a une partie du Congo où on travaille de manière proactive pour diviser ça. Et ça, c'est comme on a fait au Kosovo, comme on a fait au Sud-Soudan, comme on fait maintenant en Irak avec les Kurdes. Alors, ça, ce sont les manipulations des essais. Quand vous parlez avec les Occidentaux ici, je ne sais pas combien de vous ont fait l'expérience. Moi, parce que j'étais trop longtemps au Congo, on me reproche que je suis partielle ou quoi, alors on ne m'invite pas à des discussions où il y a, on défend la cause du Rwanda, que ça, ce sont les victimes du siècle et tout ça. On ne m'invite plus parce qu'il n'y a pas de discussions ouvertes et publiques sur cette question de la situation du Congo avec le Rwanda en Europe. Et la manipulation va jusqu'à influencer la pensée des Congolais même, où on les apprête maintenant peu à peu pour accepter cette circonstance qu'on va diviser le pays et les Rwandais sont simplement les maîtres du jeu. L'autre, c'est pour la bonne gouvernance, on vous dit, donc pour la stabilité, il n'y a que le contre-pouvoir et redresser les équilibres. Pour la pacification, il n'y a que reconstituer l'armée congolaise qui s'est effritée maintenant. On a tué des généraux, des colonels de toute la hiérarchie de l'armée congolaise que j'ai connue dans les années où j'étais là. Ils sont morts ou ils sont en exil. Et vous connaissez le chiffre qu'il y a à peu près 39 généraux rwandais, pas rwandophones, mais rwandais du Rwanda qui dirigent l'armée congolaise maintenant. 545 officiels. 545 en tout. Oui, mais dans les hiérarchies 39 généraux et 545 officiels. Ok. Et non seulement ça, mais il y a des divisions de l'armée, toutes des divisions qui sont installées à l'est du pays, qui sont, chaque fois qu'on a négocié avec les soi-disant rebelles ou milices, on dit ce sont des Congolais, mais Congolais rwandophones, chaque fois qu'on négocie avec eux, et on dit on va faire la paix, on dit bon, tout ce monde-là doit entrer dans l'armée congolaise. Et maintenant l'armée congolaise, elle est décimée, il n'y a presque plus de Congolais dans l'armée congolaise. Il faut s'imaginer ce qui se passe. Alors, ça c'est une chose qu'on raconte dans les milieux à l'Occident. On vous dit, les militaires congolais, mais c'est méchant, ce sont eux qui sont en train de tuer, de faire des massacres, de violer, et on doit réduire tout ça. Donc les recommandations des institutions multinationales, ça va toujours dans le sens de réduire l'armée, la police, et ceux qui restent, ce sont des Rwandais à qui on donne maintenant les uniformes, on paye les salaires, on donne les armes, tout ce que vous voulez. Mais ça, on doit se mettre devant soi et ne pas dire on me dit tout le temps que l'armée, elle est mauvaise, alors j'accepte que l'armée est mauvaise et nécessite la réforme. L'armée congolaise doit être reconstituée de nouveau pour avoir la force de défendre le pays, mais ça va venir encore. Je ne dis pas doit et il faut, comme les gens qui font l'idéalisme, je dis seulement que ça, c'est quelque chose qui doit être envisagé. Alors, pour la bonne gouvernance, ça aussi, ce que je regrette, la Banque mondiale, le PNUD, de tout ce monde, les bilatéraux, ils font des séminaires, des ateliers, des workshops, des conférences, de la formation. Ils prennent les gens et ils les envoient aux États-Unis,
pour apprendre comment on fait des négociations et la paix, etc. Et la bonne gouvernance, ça n'a rien à foutre avec ça. Il n'y a de bonne gouvernance et de maîtrise sur les mécanismes de corruption, etc., que lorsqu'il y a des équilibres sociaux, donc des rapports de force où il y a des groupes d'intérêt, des lobbies, des gens qui savent dire non à l'intérieur du pays. Et pas avec palabres, mais je voudrais un peu l'exemple du mouvement des ouvriers en Europe au XIXe siècle. Les ouvriers étaient bien sûr aussi fragmentés, on essayait de les exploiter, ils avaient des conditions de vie horribles, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que tous ont les mêmes intérêts. Alors ils se sont syndicalisés. Il y avait des syndicats qui se sont développés, et ces syndicats ont commencé à travailler avec l'instrument de la grève. Et avec la grève, ils ont mis à genoux des grandes entreprises, des millionnaires, des gens et c'était comme ça la dynamique sociale. La dynamique sociale, il n'y a pas de cadeaux. Personne, ni les Nations Unies, ni la Banque mondiale, ni l'Union européenne, personne ne fera des cadeaux au Congo, dans le sens, pardon, aussi, vous savez, c'est un signe aussi que tout ça, ce n'est pas vrai, ce que les gens de l'opposition vous disent tout le temps. Ah, on va demander à la communauté internationale de contrôler les élections. Ouais. Bien, qu'ils contrôlent les élections. Et qu'ils payent beaucoup de milliards ou des millions de dollars pour faire des élections. Quoi. Mais vous voyez vous-même, s'il n'y a pas simplement une structuration de la population en groupe d'intérêt qui savent se défendre au niveau de la base. Par là, notre démarche, quand on dit on veut aborder tous ces problèmes avec une démarche consistante au niveau logique, on parle de la démocratie participative. Mais la démocratie participative, vous allez avoir beaucoup d'intellectuels congolais, aussi dans la diaspora, qui ont étudié le phénomène de ce qu'ils appellent la démocratie participative, comme ça s'est développé en Occident. Il y a surtout en Angleterre, là où les gens protestent contre ces formes de post-démocratie, où ils n'ont plus aucune emprise sur la politique. Hein. Quand le gouvernement dit on va aller faire la guerre en Irak ou quoi, vous pouvez sortir en dizaines de milliers sur la rue pour dire on ne veut pas faire la guerre avec l'Irak, on va faire la guerre avec l'Irak parce que c'est le gouvernement que vous ne pouvez pas maîtriser qui va faire la guerre. Maintenant, avec les États-Unis, on est très avancé avec ça parce que là, c'est simplement un groupe de néoconservateurs qui gèrent le monde à leur façon et il n'y a plus aucune force pour bon, on peut dire la Russie essaye un peu, la Chine essaye un peu, mais on ne peut pas limiter la force du mal, sauf si on s'étorbe